c'est une hypothèse scientifique, une hypothèse de travail. En science, rien n'est établi. Rien n'est vrai. Même la mécanique quantique et la théorie que la plupart des physiciens croient dur comme fer comme étant établie, même les meilleurs scientifiques savent que ce n'est qu'un modèle, qu'une hypothèse qui est validée, qui peut être remise en question par une meilleure approche. Nous, on établit une hypothèse et on essaye de voir quelles sont ses conséquences et si ces conséquences sont validées. Une validation ne suffit pas, une deuxième, troisième. Donc c'est pour ça qu'on est dans cet esprit d'un centre, une plateforme qui va systématiquement tester, maintenant sur grande échelle. Alors, mais pourquoi? Je crois qu'il faut aller un peu plus au cœur. Sur quoi est basée cette hypothèse? C'est ce que je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Une croissance exponentielle, ce n'est pas suffisant pour établir clairement une bulle. Pour des tas de raisons, il y a des problèmes de évaluation fondamentale, etc. Donc nous, on est parti de l'hypothèse qu'une bulle, c'est, quand vous regardez l'histoire en détail, par exemple, de Kindleberger, de Gabrès, le fameux livre sur le Great Crash, etc. Il y a plein d'histoires comme ça, historiques, qui analysent, qui dissèquent en détail ce qui se passe pendant ces phénomènes euphoriques. On peut caractériser toutes ces histoires par ce que j'ai appelé ces effets de feedback positif, de boucle de rétroaction positive. OK? Si c'est clair. La deuxième étape, c'est comment ça se traduit opérationnellement. Opérationnellement, je vous ai donné juste une équation comme ça et l'exemple de la population. Ça se traduit par le fait que le taux de croissance croît. Un taux de croissance constant, si la population humaine croît à 2,4% par an, sa croissance est exponentielle. Une super exponentielle, c'est quelque chose qui croît tel que le taux de croissance croît lui-même par cet effet de boucle de rétroaction sur la productivité, etc. Donc ça, c'est notre hypothèse basée, donc vous voyez la logique, dissection de cas, d'espèces, formulation d'une hypothèse, c'est vraiment la démarche scientifique, formulation d'une hypothèse qui essaie de capturer ça, feedback positif, mise en équation, mise en niveau opérationnel sur les conséquences statistiques de cette hypothèse. Ça me paraît une hypothèse intéressante à explorer, c'est pour ça que personnellement j'investis beaucoup de mon temps et de mes moyens pour le faire. Est-ce que ça répond à votre question? Alors maintenant, deuxième aspect de la question, c'est... oui, je crois que votre question c'était aussi est-ce qu'il y a assez de cas pour y croire? Alors donc nous on a déjà des dizaines de cas, et depuis quelques années on fait plein de prédictions en temps réel qu'on annonce à l'avance. Parce que vous pouvez faire autant de statistiques que vous voulez, post-mortem, vous pouvez toujours vous poser des questions. Les seules vraies, finalement, prédictions, c'est ce que j'ai appris pendant 10 années de travail sur les tremblements de terre, c'est qu'il faut faire les annonces à l'avance, bien documentées, avec des fenêtres bien calibrées, etc., etc. Et à ce moment-là, vous montez progressivement une hypothèse et vous la validez progressivement. Maintenant, sur votre deuxième question, qui est le feedback de ce type de prédiction sur les marchés eux-mêmes, alors, c'est bien connu qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène d'arbitrage. C'est que si vous avez... il y a des stratégies qui fonctionnaient très bien dans les années 80 qui ne fonctionnent plus. Des stratégies qui fonctionnaient il y a 2 ans qui ne fonctionnent plus. Dès que vous voyez une anomalie, un arbitrage, une efficience des marchés, c'est ce que beaucoup de gens très sophistiqués essayent de faire. Il y a des milliers de PhD, de postdocs, de professeurs qui quittent leur travail pour essayer de gagner de l'argent comme ça en décelant des anomalies sur les marchés financiers et d'en profiter. Ça s'appelle l'arbitrage. Et on sait, et ils sont très secrets, on sait qu'à partir du moment où ce type d'arbitrage est décelé, le fait d'investir sur ces arbitrages a tendance à les supprimer, à rendre les marchés plus bruit blanc, comme on dit. C'est vrai, pas pour tous. Et je pense, c'est une hypothèse à tester, mais je pense que quand vous avez un phénomène de feedback positif, au contraire, plus il y a de gens qui le connaissent, qui peuvent jouer dessus, plus ça peut le renforcer. Et ça, c'est un point très très important aussi à comprendre. Je crois que Christian, dans la discussion qu'il y a eu précédemment, il a été dit que, ah bah oui, si on savait prédire, ça les supprimerait. Oui. Probablement pas. Probablement pas. Disons, alors déjà, on a un certain nombre de modèles comme les bulles rationnelles, anticipation rationnelle, qui montrent que, et ça j'ai beaucoup insisté là-dessus, dans notre statistiques, on le voit bien, c'est que le pic d'une bulle, ce n'est pas nécessairement un crash.
Donc vous êtes un investisseur rationnel, vous voulez gagner 50% par an ou plus, vous prenez un risque, risk return. C'est le truc standard. Donc avec la perception qu'il est possible de ne pas subir le risque de manière certaine. Si évidemment le crash est certain, il n'y a pas de problème. La bulle se défera par l'argument standard de raisonnement à l'inverse. Mais le point, c'est que les bulles ne se terminent pas nécessairement par des crashs. Donc il y a toujours l'espoir de s'en sortir. Et puis ensuite, il y a peut-être aussi des effets de sur-optimisme. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont capables de timer, de trouver le pic de la bulle. Il y a beaucoup de gens, les investisseurs rationnels comme les hedge funds, surfent sur les bulles, savent que... J'ai fait un tour du monde après mon livre, j'étais invité par des grandes banques pour raconter un petit peu ça. Je prenais le déjeuner, on me disait, ben voilà, tu déjeunes avec 2 trillions de dollars, tu petit déjeunes avec 2 trillions de dollars, tu déjeunes avec 1 trillion de dollars et tu soupes avec 5 trillions de dollars. J'étais au Japon. Puis, bon. Eh bien, beaucoup de gens, quand je racontais cette théorie, me disaient, ah oui, nous, on n'avait pas toute ta technologie, mais on savait qu'il y avait des bulles. Et on est sorti au bon moment. Parce que les professionnels, ce n'est pas publié, ce n'est pas connu dans le milieu académique, il y a des indicateurs. Ce qui marche n'est pas publié. Alors vous allez me poser la question, pourquoi vous publiez ? Une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi vous n'êtes pas milliardaire ? Il y a beaucoup de blogs sur cette dernière prédiction de Shanghai qui disent, c'est impossible parce que de toute façon, c'est un marché totalement non prédictible parce qu'il est complètement contrôlé par le gouvernement chinois. Ça fait la 2e fois qu'on démontre que c'est faux. Et deuxièmement, oui, mais ce gars-là, il est complètement fou parce que de publier, il devrait être milliardaire. Et ça, c'est autre chose. Ça, il faut que je développe éventuellement plus tard.